Le sujet du jour, je lisais de ce pop américain une interview de Rauschenberg. C'est justement Rauschenberg qui nous intéresse et qui a fait ce fond d'écran que j'utilise. Ce qu'on va regarder de simple, c'est qu'on rentre dans le troisième chapitre que j'ai appelé Faire des images dans un monde d'images. Et on va rentrer dans quelque chose qui va vous plaire ou si vous aimiez avant, pas vous plaire du tout. Je vais parler beaucoup plus profondément d'un artiste ou de deux. Aujourd'hui, les voilà sur mon bureau, Rauschenberg, Jasper Johns et deux inconnus peut-être pour vous, Joseph Cornell qui a fait son travail bien avant et Jess Collins dont vous ne connaissez rien peut-être puisque c'est un des premiers collagistes. Et le Rauschenberg interviewé, ce qui m'intéresse de montrer dans ce chapitre, faire des images dans un monde d'images. On va finir par parler du pop art anglais d'abord et du pop art américain après. Mais Rauschenberg n'est pas un artiste du pop art. Ça l'énervait beaucoup et il avait un an de différence avec Andy Warhol. Et ce qu'il a fait en amont du pop art, je vais essayer d'expliquer pourquoi il travaille sur les objets. Ce qu'on a sous les yeux en fond d'écran est passionnant. Si on devait résumer beaucoup, Rauschenberg vous allez dire, je fais toujours dans le grandiloquent, mais c'est le plus grand peintre du XXe. Et ce qu'on a sous les yeux qui est passionnant, c'est qu'il est vraiment peintre. Par contre, il peint avec des objets. Il peut peindre avec de la couleur, avec des tissus, avec des éclaboussures, avec un anorak et avec une horloge. Une fois qu'on s'est dit ça, ça va très bien. Dans cette interview sur laquelle je vais revenir, éditée par Art Press, il part de sa rencontre avec Klein. Il revient sur les monochromes et il dit moi, je n'avais pas de raison particulière de justifier le monochrome tout blanc. Je voulais m'approcher le plus près possible de l'élimination des formes, des couleurs et de l'image. Pour moi, la seule solution était de réaliser ces œuvres car il n'y avait plus rien d'autre à tirer de la peinture. Je voulais voir s'il subsistait une présence esthétique au-delà d'un objet, auparavant si nécessaire à l'art et qui était maintenant dénié. L'enjeu d'aujourd'hui, peindre dans un monde d'images, c'est, et je vais commencer une sorte de lexique, je vais essayer de partir d'un mot, j'ai inventé, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais je l'ai pris, le mot dépeindre. C'est-à-dire que ce que Rauschenberg va faire, c'est qu'il va pas peindre d'objets, les white painting, jouer avec la présence des choses, notre lait contemporain qui est transformé par ce qu'on voit, et puis il va revenir doucement aux images, aux impressions, mais la meilleure façon de le voir, et ce qui montre à quel point il n'est pas un artiste du pop art comme le sera Warhol, qui va prendre les objets, les surjouer, les exagérer, c'est qu'il va les dissimuler, les effacer en fait. S'il y a un autre verbe qu'on pourrait ajouter, vous vous rappelez que j'ai commencé à montrer que Rauschenberg avait effacé le dessin de son copain de Kooning, qui n'était plus son copain après. Aujourd'hui, c'est de dépeindre, en fait. Qu'est-ce que dans une histoire de l'art où on a peint toutes les choses à regarder, où on est passé par la radicalité de l'abstraction du carré blanc sur fond blanc, ou des trois monochromes de Rodchenko, un rouge, un bleu, un jaune, comment on peut peindre après quelque chose comme ça? Alors, il y a une autre chose qu'il faut que je concède, une petite faiblesse, c'est que je dis souvent du mal des surréalistes, et je dois remarquer qu'aux États-Unis, ils ont eu un succès d'influence énorme. Ce magnifique travail de Max Ernst, qui est des séries de collages d'après des livres, il prend des magazines, il prend des revues, il prend des livres, il découpe des gravures. On dirait le graphisme de Scuiten et Peters avec quelque chose de... Ces hachures donne un aspect une sorte d'avant-pixel qui donne une trame qui donne de l'unité entre les objets, puisque vous comprenez que l'espèce de pingouin qui est là et la dame qui a les cheveux demi-arrachés n'ont rien à voir, en fait. Max Ernst les a retirés d'un support, découpés, assemblés, recomposés. Cette semaine de bonté et ce Max Ernst qui vient aux États-Unis va fasciner deux artistes. Le premier, on est dans les années 30 encore, je remonte un peu en amont parce qu'il n'est pas assez connu, il s'appelle Joseph Cornell. Il va être fasciné par cette idée d'assemblage et en même temps, il est fasciné par un artiste cubiste qui est connu, mais dont on parle moins et dont on n'a pas forcément l'idée, c'est Juan Gris, qui fait lui aussi des collages. On avait vu ça avec les cubistes qui prennent des morceaux de journaux, des morceaux d'objets réels, ce qui va être la naissance des arts plastiques, c'est-à-dire une corde pour entourer un tableau comme Picasso dans La nature morte à la Chescanet, et même ajouter un morceau
sorte de papier peint qui copie une chaise cannée. Plus besoin de copier le réel, on va le prendre tel que. Ce surréalisme-là, qui est un assemblage de choses télescopées, finalement comme un montage, on en a vu hier dans notre histoire du cinéma des années 30 à 50, il se fait d'une façon simple qui est, qu'on a vu chez Schwitters, qu'on va revoir juste après, c'est-à-dire on peut coller côte à côte des morceaux qui n'ont rien à voir, et puis fabriquer une nouvelle image, être un auteur à partir de choses vous préexistantes. C'est ce que fait Cornell, qui est un homme tout à fait étrange et intéressant, qui va vivre avec sa mère et son frère handicapés toute sa vie, qui va rencontrer quelques artistes, mais qui est un solitaire, qui est une sorte d'œuvre obsessionnelle, et qui va passer du collage en 2 dimensions à des collages qui sont exposés dans des vitrines, et qui vont jouer, on vient de le voir avec le petit anneau, à l'intérieur, une image sur une image, même si on restait sur les 2 dimensions, des textes, un oiseau, une photo, un papier découpé, une matière avec ce bois. Et sur du journal, voilà, on a déjà des régimes d'images ou d'emprunts très différents. Et puis du volume qui fait qu'il y a une petite boule qui est devant, qui peut bouger. Un anneau, lui aussi, qui peut bouger. Donc on a explosé le rapport peinture-sculpture, ça c'est complètement réglé. Et ça devient une espèce d'objet et ça joue avec l'objet. Avec quelque chose qui est très beau, en fait, c'est qu'on pourrait penser qu'il s'agit juste d'un assemblage comme l'ont fait Dali, comme l'a fait Hans Arp en prenant des objets, ou comme l'a fait Meret Oppenheim en emballant sa tasse avec de la fourrure, un objet qui soit déconnecté de son utilité première et qui prenne un sens nouveau ou une apparence nouvelle. Là, ce que fait Cornell, c'est ça, mais c'est aussi très peintre, en fait. À chaque fois, ce sont des gammes de couleurs qui sont assez fines, sur lesquelles il peut y avoir de la peinture, d'ailleurs. Vous voyez, ne serait-ce que ces 2 petites billes, une façon de jouer avec un accent de couleurs sur le côté, à droite, à gauche, qui renvoie à cette espèce de bleu-vert qui est autour et qui se balade. Une sorte de peinture en 3 dimensions, qui fait que non seulement on a un fond, on a des objets qui passent devant, mais sur la vitrine elle-même, de la peinture à nouveau, avec un jeu de superposition, finalement, de collage dans l'espace. Ce qui avait passionné Schwitters, on va le revoir, et qui va influencer notre ami Rauschenberg. Là, on est dans les années 30. Joseph Cornell est vraiment un artiste à part. Il va exposer à Paris, vous voyez encore des traces d'images de galaxies, parce que je suis passé un peu vite, mais c'est les cartes, voilà, un objet pour les peintres merveilleux, parce que ce n'est pas du tout une utilité picturale, mais par contre, ça en a la variété, en fait. On a des sortes de rythmes graphiques foncés, clairs, des codes de couleurs assez simples la plupart du temps, et avec des dessins et des formes qui sont aléatoires et qui pourtant ont un sens, qui peuvent ressembler à des taches de couleurs. Là, on est au cœur de quelque chose de très peinture. Et là, le travail de Cornell, il est d'aller plus loin dans cette superposition d'images, ce qui nous fait un objet très complexe, très élaboré, jusqu'à pouvoir faire des objets complètement des objets. Et on peut avoir une espèce de surprise. On a éclaté l'idée d'œuvre, en un sens, et on a joué, c'est là où Cornell participe à la transition que j'essaie de décrire du moderne au contemporain, dans quelque chose qui est interactif, il faut feuilleter le livre, jouer avec. Toute une série de boîtes, il n'a pas fait que ça, il a fait par exemple pas mal de cinéma expérimental dont je ne vous parlerai pas, vous avez qu'à aller voir. Par contre, l'objet lui-même, il peut être frontal, avec des effets de tour, mais il peut s'ouvrir, être manipulable. Et il a finalement sur un système de vitrine quelque chose de très très simple. On a toujours le même objet de face. On le voit, on voit à quel point c'est peintre en fait. Vous voyez une gamme de gris, blanc, jaune avec des effets de jaune d'or qui sont pas très forts mais qu'on retrouve par endroits. Et c'est exposé comme sous forme d'objet en fait, comme un objet de design qui n'est pas. Et voilà le monsieur Cornell caché derrière son objet, devenu une peinture qui contient un objet. J'oubliais de dire, juste en passant, pour vous dire que, comme redit Gustave Moreau, la qualité d'un artiste, c'est son obsession. On a retrouvé chez lui 160 dossiers documentaires dans des boîtes. C'est-à-dire, et c'était sur les starlets de Hollywood. Il y avait des boîtes. Il a mis des choses sur les oiseaux aussi.
conservait des choses. C'est-à-dire que le travail obsessionnel, entre guillemets, dérangé de quelqu'un qui veut quelque chose longtemps, ressemble au travail de l'artiste, évidemment. Et cette conservation-là, elle est quelque chose de l'ordre du travail, c'est-à-dire de garder, ranger, mettre en ordre, classer, faire des rapprochements. C'est ça qui est au cœur du travail de Cornell. Sur des livres, Florence de Méredieu a écrit sur l'art américain et je vais parler d'autres aussi. Ça, c'est mon premier, c'est-à-dire des objets. Je vais vous faire découvrir, je crois, un autre artiste qui a lu La semaine de volonté de Max Ernst. Il a d'autant plus lu fortement, voilà à quoi ça ressemble. Faites des découpages, ça c'est chouette. En effet, si c'est de la même couleur, ça aide à ce qu'il y ait de l'unité. Il faut reconnaître la trame plus la couleur, ça aide, ça aide. La perspective, le jeu de volume, d'espace, que ce soit vrai ou pas, on s'en fout. Et puis, vous voyez, si vous n'avez pas pensé à faire ce rapprochement, celui qui aime bien ça, c'est Terry Gilliam dans les Monty Python des années 70. Un jeu de sens, en fait, de décollage. Voilà. Pourquoi Jess, il s'appelle comme ça, découvre ça, c'est parce que Robert Duncan, un poète, va lui faire découvrir ce travail de Max Ernst. Vous voyez comment la couverture du livre de poésie est à la fois un jeu de graphisme et un collage d'images. Robert Duncan, vous vous en souvenez peut-être un peu, le Jess, il est cité là, il ne signe que de son prénom. Il faisait partie du Black Mountain College et ça commence à se resserrer, notre histoire. Les voici tous les deux. Duncan à gauche et Jess à droite. Le Jess en question, il va commencer à faire du collage, de l'assemblage à partir de mots. Il va surtout jouer d'objets et de façons de faire comme les dadaïstes l'avaient fait, des objets de rebut qu'il récupère, qu'il décale. Par contre, il va faire quelque chose de très nouveau, c'est qu'il va jouer avec des bandes dessinées. Et ça y est, son nom m'échappe. C'est un jeu de mots avec le nom du héros américain en BD. Voilà, merci. Dick Tracy. Voilà, on va y arriver. Le jeu de mots, c'est de copier, décaler. Et puis, évidemment, le collage est d'intervertir les cases pour changer le sens et pour jouer de la lecture et de la vitesse de lecture. On est sur des petits cahiers, on est sur des objets de presque rien, finalement. Par contre, Jess va développer tout un système qu'il appelle Past Ups, qui est un jeu de collage très, très élaboré, très grand, avec des choses qui ressemblent plus tellement à ce que fait Cornell que je qualifierais de plus peintre en un sens. Là, on a un système de lecture qui devient très, très compliqué et élaboré. On est en 1954. Cette découverte de Max Ernst par Duncan auprès de Jess va lui donner des sources de recherche dans tous les sens. Alors, si vous vous lancez dans le collage, regardez comment, par exemple, le bleu, qui est à la fois le cadre à gauche, en haut, et là, mais pas à droite. Le petit cadre là, il est rouge. Comment le bleu commence du haut, sur le côté, ici, il souligne, il accentue l'aigle américain, évidemment. Vous avez compris que les couleurs jouaient dans ce sens-là. Il se retrouve ici avec une petite flèche. La petite flèche déborde sur le brun. Le petit bleu du signe déborde sur le drapeau. Et voilà comment on fait de la composition. C'est-à-dire un morceau chevauche un autre, qui chevauche un autre, qui chevauche un autre. Un peu comme si votre œil était un petit bonhomme qui devait avancer dans l'image. Et si on fait trop ça et qu'on chevauche de partout, on a du mal à avoir une lecture globale. C'est bien la difficulté de la composition par collage-assemblage. C'est que le système est devenu simple, on découpe, on assemble. Il nous faut des choses petites, des choses grosses, pour qu'on ait ce visage qui ressort immédiatement ou cette grande silhouette sur un fond simple. Si on n'a que des choses saturées comme là-haut, on va avoir du mal à s'y retrouver. On a besoin qu'il y ait des zones de calme et des zones d'excitation, d'énervement. On a besoin qu'il y ait des grandes diagonales, des compositions. Vous voyez, le bleu fait une oblique, il est accentué par ce petit morceau autour. Et puis le rose, il fait des miettes. On a des ronds qui sont ici, qui se retrouvent avec des ronds. On a des jeux de formes visuelles qui empruntent à l'abstraction. On est avec des artistes dans les années 50 qui sont en train de digérer. On ne peint plus l'extérieur, on ne peint plus ce qui est devant nous, on ne fait plus de nature morte. On peint à partir de la nature qui est autour de nous, c'est les magazines, ce qui est devant nous. Par contre, on s'appuie sur une structure qui vient de la peinture abstraite et qui est très puissante.
une structure visuelle qui est sous-jacente, une sorte de géométrie qu'on a vue un peu partout. Alors j'aime bien ce que fait Jess parce que c'est très rigolo. C'est comme c'est la vertu d'être face à des artistes qu'on ne connaît pas, c'est que ben, on voit des choses. Je vous rassure, hein, on sait toujours plein de choses qu'on ne connaît pas et vous en découvrirez autant que moi. Et c'est sans fin. Et c'est nourrissant en fait. C'est le piège d'Internet, c'est la culture du rebond. Il faut faire des petits dossiers, ouais, comme Cornell, il faut faire des petites boîtes de Starlet. Elle a des choses qui sont plus peinture. Il expose et il est reconnu dans les années 50, il va disparaître assez longtemps. Et le revoilà ressorti. On est dans une gamme, ici, vous voyez, dans les gammes des un peu jaune de Naples, un peu gris chaud, un peu noir. On est dans une gamme assez voisine, mais où la couleur participe à l'animation. Les petits jaunes qui sont en haut sont en surface et puis ils s'émiettent, puis ils redescendent le long du petit monsieur tout nu. Et puis voilà, on a des formats qui sont un peu différents, qui pourraient être vus et lus dans plein de sens différents. Ça marcherait pareil. On a une effet de saturation. Et je vous rappelle que dans ces années 50 aussi, c'est un collage de 1978, donc c'est vraiment une transition. Ce qu'on a appelé les fémages, c'est-à-dire les objets faits par des femmes, c'est vraiment un jeu de mots avec fémage, qui s'amusent à faire du collage dans des cahiers avec ce qu'on appellerait du scrapbooking en fait, et dont des historiennes de l'art expliquent que finalement, ce jeu de collage, d'assemblage, du do-it-yourself, dont on a dit qu'il était au cœur de plein de pratiques amateurs, ben, il se retrouve dans l'art officiel et il est, si on suit cette histoire, nous disent ces historiennes américaines, Shapiro notamment, qu'il y a une source ancienne du jeu de collage et qui ne commence pas avec Picasso. Une sorte d'histoire du collage à faire. Quel rapport, vous comprenez, avec la peinture? C'est pour ça que mon mot du jour, c'est dépeindre. Quand on fait ça, on fait du collage. On prend des choses à droite, à gauche, on assemble. Mais comme les choses peuvent se voir de partout, quand on regarde globalement, toutes ces surfaces gris-bleu deviennent des touches de peinture. On pourrait dire ça comme ça, alors que quand on regarde de près, ça a l'air d'être des petits bijoux. On a une lecture à deux vitesses, c'est là où c'est de l'art plastique. On s'approche pour voir comment c'est fait, puis on se recule pour voir comment c'est peint. Les jeux de bulles, voilà, font une animation, un rythme qui est indifférent entre la boule de la porte et puis la boule qui est au-dessus du petit koala, de la planète, de l'œil, du hockey. On peut se passer de rond en rond. Mais finalement, c'est comme si les choses découpées dans le journal étaient des couleurs sur la palette, en fait. Tout comme les fauves s'amusent à peindre avec des couleurs pures, on a des artistes qui travaillent à partir du collage ou de l'objet, comme Cornell, comme si c'était de la peinture. Et c'est pour ça que je parle de dépeindre. Alors j'en arrive à mon Rauschenberg. C'est parti. Vous vous rappelez que les dadaïstes aussi faisaient du collage, de l'assemblage, ici Raoul Haussmann, avec des choses pas tout à fait avouables. Et que l'assemblage était une façon de contourner le rapport sculpture-peinture et que cette avancée-là, elle était des objets précaires qui n'ont pas un statut d'œuvre comme on va le voir là. Mais un jeu aussi chez Harp avec le hasard. Le collage que voici sont des formes découpées dans du papier coloré, bien avant Matisse, et jetées au hasard sur la page et fixées comme tel. Le hasard comme moteur de création. On a cette idée de peindre autrement, finalement. Le merveilleux Schwitters, qui récupère des objets dans la poubelle, et voilà un premier lien qui va se faire avec Rauschenberg, c'est-à-dire ne pas aller chercher un objet, le laisser venir à vous, et de là, en faire un sujet, un prétexte pour travailler. On sait aussi que Schwitters a travaillé avec des tampons, par exemple, et que ici, il s'agit de prendre des tampons, des superpositions, de le travailler. Vous voyez, on voit des motifs de journaux, des motifs de billets, presque. On pourrait prendre plusieurs tampons et jouer avec des rythmes de succession. Mais Schwitters, ça ne serait pas écrit, je l'aurais attribué à Rauschenberg, parce qu'on a... Pardon. Mais oui, je ne peux pas zoomer. Du tissu, une pipe, des objets collés, des cartes à jouer, de la peinture par-dessus, des choses déchirées, des choses bien découpées. On a un assemblage qui fait que
le matériau de rebut devient une matière pour peindre. On peut avoir même de l'écriture avec le petit chocolat que voilà, et ce qui donnera les mots Merz, M-E-R-Z, qui servent de point de départ au collage de Schwitters. Ce que vous voyez là, j'en ai parlé, c'est son atelier. En fait, à force de coller des objets et de les assembler, petit à petit, les objets vont prendre dans l'espace lui-même, dans l'architecture lui-même, toute la place de son atelier. Il finira par déménager, tellement l'œuvre est devenue, dans l'espace, envahissante. Le Raoul Haussmann du début, le Schwitters de la fin. C'est-à-dire des objets qui sont, vous le voyez, très, très en relief. On peut jouer avec de l'emballage et une superposition qui est vraiment de la peinture. Je vous rappelle que Mata était aussi un surréaliste arrivé aux États-Unis. Voilà nos influences pour comprendre comment Rauschenberg arrive, en fait. On pourrait le dire fils de Cornell, ou fils de, pas vraiment de Jess, puisqu'il est contemporain. Il est le fils de Schwitters. On a dit de Rauschenberg qu'il était néo-dada, c'est-à-dire comme un deuxième dadaïste qui reviendrait après. Et Mata, qui peint de façon automatique, va influencer Jackson Pollock. De Kooning, dont je vous ai dit que c'était le grand peintre encore figuratif, faire des femmes. Il va maintenir cette idée de faire une image jusqu'au bout et pousser les choses le plus loin possible. Mais c'est ce de Kooning qui donne un dessin à Rauschenberg, et c'est Rauschenberg qui va effacer ce dessin et qui va exposer un truc effacé. Voilà, on est au cœur de ma question, dépeindre. Peut-être qu'il faut plus peindre, plus dessiner, il faut pas faire rien, pas en gommant de Kooning parce qu'il faut l'exposer. Il ne s'agit pas d'être que anarchiste et tout mettre à zéro. Il y a de ça, il y a refaire silence et voir ce qui se passe, comme dans les white paintings, faire quelque chose où il y aurait presque rien et où on serait en train de découvrir ce qui est devant nous. Par contre, il y a l'idée dans ces white paintings d'une c'est pas représenter rien, mais critiquer la représentation, critiquer le fait de montrer quelque chose et réfléchir à ce que veut dire montrer quelque chose. C'est pour ça que le gommer, c'est pas seulement un acte le plus scandaleux de tout le XXe siècle et qui donnerait, ne serait-ce que comme ça, une place énorme à Rauschenberg. C'est aussi que l'annulation de l'image est le sujet de Rauschenberg. Ce que le philosophe Todd May précise, c'est qu'il y a quelque chose d'anarchiste dans le fait de tout mettre à zéro, mais ce qu'il ajoute, c'est que ce qui motive la critique de la représentation, alors, on a un objet qui est présent devant vous si vous le représentez. C'est comme ça que j'irai très très vite. Pour les copains philosophes qui me regardent, j'y vais un peu fort, je reconnais. On peut faire des volumes entiers de ce qu'est la représentation, mais c'est l'idée de présenter un objet qui était devant nous une seconde fois, comme une représentation de théâtre. Et ce que précise Todd May, c'est que l'idée qu'en donnant aux gens des images de ce qu'ils sont et de ce qu'ils désirent, on leur enlève la capacité de prendre eux-mêmes des décisions à ce sujet. C'est là où, et c'est très important, Rauschenberg n'est pas un artiste du pop art. Il va faire des choses sur le blanc, parce que le petit texte de Marc précise sur John Cage et son silence qu'on a comparé. Cage est pragmatique, voilà, il est bricoleur, comme Thoreau, le philosophe américain. Il veut associer des choses, voilà, voir comment ça se passe. Regarder un son isolé n'est pas musical ni non musical. Tout concourt à transformer le silence qui est présenté, voilà, l'ambiance qui est autour, les gens, l'espace. Et donc, il ne s'agit pas seulement d'un acte de négation, ou d'un acte de provocation sur l'histoire de la musique, mais de penser les choses comme un tout. Et donc, de gommer, il s'agit de laisser une trace aussi de ce qu'il y avait en dessous pour jouer avec ce que c'était avant. Alors, je voudrais faire un petit point sur une peinture qui est importante de Rauschenberg. Finalement, elle est là, elle s'appelle Collection. Elle vient de 51. Et je m'appuie encore sur Random Order, le livre qui avait marqué mon appui pour les white paintings. Pourquoi? Parce que finalement, Collection
s'appuie sur le triptyque de Rodchenko de 1921 que voilà, c'est-à-dire 3 toiles, une rouge, une jaune, une bleue. Et ce que Rodchenko voulait faire, c'était, il l'expose dans une expo qui s'appelle 5 x 5 égale 25, 3 monochromes dans l'histoire de l'art moderne, avec l'idée qu'il faut simplement qu'on ne représente plus rien. Et parce que montrer le pigment tout seul, c'est une façon de montrer ce qu'est la peinture elle-même, en fait. Ce que Rodchenko cherche, c'est la fin de la peinture et d'arrêter de représenter quelque chose. Et en montrant le pigment pur, on a une sorte de présence. Vous avez compris que Rothko, ça va beaucoup lui plaire et que quand on est devant des peintures comme ça, c'est très impressionnant en un sens. Soit parce qu'on se tire très vite et qu'on n'a pas envie de jouer à être face à ça, soit parce qu'on est plus fort qu'une image qui représente une bouteille et un verre. On est devant la peinture elle-même. Alors que quand je suis devant une peinture qui montre une bouteille, je ne vois pas la peinture qui est en dessous. J'ai tendance à l'oublier, je vois la bouteille. Ce que Rodchenko déclare, c'est qu'il réduit la peinture à sa conclusion logique, 3 toiles, rouge, bleu et jaune, et j'ai affirmé, c'est fini. Chaque plan est un plan, il n'y a plus de représentation de quelque chose, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous voyez. Et vous verrez que cette idée de simplicité en un sens, mais aussi d'audace va avoir un impact fort dans la peinture qui suivra, conceptuelle notamment. Ce que dit Kedge en 1950, je ne m'intéresse pas à la peinture telle qu'elle a été conçue pendant si longtemps, accrochée au mur des maisons comme des images. Au diable les peintures, elles devraient être le mur. On n'est pas loin avec ça, hein. Ou mieux, les murs extérieurs des grands bâtiments, ou se tenir à l'extérieur, tels des panneaux d'affichage ou une sorte d'icône moderne. Pourquoi il dit ça? Il ne veut pas seulement arrêter de peindre, il ne veut pas seulement arrêter de faire des images. Nous devons construire notre art comme les Égyptiens, les Chinois, les primitifs d'Afrique ou des îles avec leur relation à la vie. Il doit s'adresser à l'œil directement, c'est-à-dire ne pas passer par une imagerie, en fait. C'est ça, dépeindre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Rauschenberg connaît ce travail de Rodchenko, et finalement, c'est 3 bandes, en fait, ce que vous avez devant vous. C'est une bleue, une jaune, une rouge. Il l'a un peu salopé, on va voir pourquoi. Parce que ce qui l'intéresse, c'est que il se dit je suis dans une société commerçante où il y a beaucoup d'objets et que acheter des échantillons de tissus, de peinture, c'est la peinture d'aujourd'hui et c'est le monde dans lequel je vis. Voilà, la négation de la peinture, c'est le collage qu'on peut mettre par-dessus. Et cet affaiblissement des prétentions autonomes, c'est-à-dire l'œuvre d'art ne serait que ce qu'on voit, la négation de la peinture par le collage persiste à accorder à cette peinture le même statut pré-industriel dont elle jouissait avant. Chez Schwitters, le collage, c'est contre la peinture. Chez Rauschenberg, c'est avec. Le collage compte autant que la peinture. Quand on regarde de près, le collage est comme un matériau de la peinture. Ce qui me fait aller dans le sens de ce que je vais montrer aujourd'hui, c'est-à-dire coller, comme on l'a vu chez Jess, c'est une façon d'utiliser des outils de peintre. Et chez Rauschenberg, il y a une équivalence des matériaux artistiques et de la marchandise, c'est-à-dire un objet acheté tout fait, collé tel que, c'est le même objet qu'une crotte de couleur sur la palette. Et quand il fait ça, il ne s'agit pas seulement de détourner les choses de façon anarchiste, de faire une sorte de sale peinture coulante, moche. Il s'agit de neutraliser l'image au maximum. Ce que Rauschenberg, dans une note de ce Random Order, dit, c'est que chez Pollock, il dit, une citation de Pollock, j'essaye de rester en alerte. Si je vois une relation subconsciente qui fait qu'on penserait à une image, j'arrête. Et ce que Rauschenberg dit, c'est que lui, il veut, dès qu'il voit une image familière, il dit, je change d'image. C'est-à-dire, ce que Rauschenberg fait, c'est une vraie réponse à ce que dit Pollock. J'utilise du papier journal dans mon travail pour activer un fond. Pour ceux qui font de la peinture, ça va leur rappeler quelque chose. De sorte que même les premiers coups de pinceau dans une peinture aient leur propre position sur une carte grise de mots. C'est-à-dire que quand Rauschenberg part en peinture, et vous voyez que tout doucement de ses expériences, des peintures noires qui tombaient en miettes, de cette peinture blanche qui faisait silence, petit à petit va revenir une espèce de pas encore d'imagerie, justement, c'est là où il n'est pas artiste du pop, de fond sonore, comme si vous aviez la radio continuellement dans un centre commercial,
Le fond sonore, c'est les journaux, en fait. C'est l'écriture, c'est le texte. Et finalement, ce sur quoi il peint, c'est pas juste pour défigurer les choses, c'est avec un morceau de tissu les faire partir un peu plus loin, avec des graphismes accentuer l'image. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait ce que fait Schwitters, qui était plutôt un jeu visuel formel. Chez Rauschenberg, il y a cette idée de dépeindre, c'est-à-dire qu'on s'approche pour regarder ce qui était en dessous, qui a disparu, parce que le vrai interaction que Rauschenberg apporte à Schwitters, c'est ce fait qu'on s'approche pour regarder, pour dire, mais ok, il y avait un journal qui s'appelait The State, il a l'air de l'avoir effacé, mais comment il a fait ça? Il nous laisse comme des indices de ce qu'il y a à voir en dessous et à redécouvrir. On voit une sorte d'impression d'objet qui serait derrière. Est-ce que c'est sous un tissu? Est-ce que ça a l'air en relief? Est-ce que c'est complètement disparu? Non. Et si vous prenez la peinture de Rauschenberg que je voudrais montrer aujourd'hui comme telle, vous comprenez plus facilement, j'espère, en quoi ce n'est pas du pop art, alors que vous allez voir qu'on lui donne le rôle de père du pop art, mais aussi en quoi ce n'est pas qu'un jeu dadaïste. Voilà ce que dit Rauschenberg. Quand j'utilise des images, je m'efforce de montrer que le moment est passé, voilà, que ces images, elles sont un matériau qui a du temps lui aussi derrière lui. La photo arrive trop tard. J'utilise des images imprimées, déjà reproduites, qui accusent ce caractère. Voilà. Une photo, on reconnaît le Lincoln si connu. Elle est déjà abîmée, elle est déjà passée à autre chose. Et voilà pourquoi nous sommes entrés dans le chapitre faire des images dans un monde d'images. On a des grabouillis, des listes d'écriture, du tissu, des crottes de couleurs, des coulures, du métal, des choses qui sont effacées, retirées, grattées et qui sont entourées encore mieux. Voilà, on a des éléments qui sont cernés et en les cernant, c'est un peu comme les listes. On voit encore plus l'écriture comme une image en fait elle-même. La stratégie qui commence avec ce chapitre-là et qui commence avec Rauschenberg de façon très brillante, c'est que pour effacer l'image, il va falloir la saturer. Et vous voyez que la même image ici est là, dans une autre œuvre. Et que le small rébus, le petit rébus que voici, le petit horloge qui est là, on va avoir une espèce de vocabulaire en fait, que Rauschenberg utilise et qui se retrouve dans plein d'objets. On a quelque chose qui est très pictural finalement, qui est très beau, qui est très simple, blanc sur blanc et rien de plus. On a l'impression que c'est un peu voisin. J'aimerais vous faire voir à quel point c'est très beau visuellement. C'est du collage de peintre, c'est-à-dire que les choses qui sont convoquées là sont convoquées pour leur couleur, pour leur dimension, pour leur force, pour leur contraste. Oui. Par contre, c'est très pictural et ça pourrait inspirer, ça va le faire, des tas de générations de peintres. Mais ce que je crois qui est important, c'est ce qu'ils masquent en fait. Comment les écritures sont apparentes à décalées, déboîtées, les petits M qui sont presque disparus, mais repeintes, disparues. Voilà la disparition qui me servait de fond d'écran. Alors déjà, ça suffirait à faire de Rauschenberg un peintre tout à fait passionnant parce qu'il est significatif de notre époque, en fait. Télescopage des images, brouillage continu, il est, donnons des couronnes alors qu'ils n'ont rien demandé, à hauteur de Warhol pour dire le XXe siècle et même le XXIe siècle, c'est-à-dire des choses qui sont de partout, des images, des images, des images. En plus, il est beau gosse, disons-le. Ce qui est intéressant, c'est que le Rauschenberg, expérimentateur, ami de Cage et de Cunningham, qui va faire des peintures qui vont servir de décor, qui a joué avec cette white painting dès le début, et dont je disais qu'il a même fait des blue painting qui marqueront. Klein ne s'arrête pas là toute sa vie, il est un artiste de l'expérimentation qui va nous mettre un peu en difficulté. Première chose passionnante, on lui dit bah, vous collez, vous barbouillez, rien de plus, et il va s'amuser à faire une copie exacte à gauche et à droite de la même peinture. C'est-à-dire c'est mal fait vite fait, mais c'est très contrôlé. Je ne fais ni de l'art pour l'art, ni de l'art contre l'art. Finalement, le matériau qu'il utilise, c'est l'art qui n'a rien à voir avec l'art. Je ne suis pas en train de faire des pièces de musée, même si elles y finiront, mais quelque chose qui a l'air vivant, qui a l'air d'être fait juste avant, mal fait, vite fait, en train de se casser la gueule. Ce qui vient de nos peintures noires et de cette peinture blanche, il est revenu à l'image, mais pas du tout à l'imagerie comme le fera Warhol.
il fait une autre chose très étonnante dont je vous donne un exemple là. Ça s'appelle des bed painting, c'est-à-dire un lit, quand on le redresse verticalement, et là c'en est un, c'est une couverture avec le drap qui pendouille. Quand on le redresse verticalement, ben, ça ressemble à une peinture. Rien de plus et rien de moins. Il va coller des bidons écrasés et il va, dans l'esprit un peu de Cornell et des dadaïstes, coller des objets en très gros relief, intégrer du graphisme, mais intégrer encore plus audacieux une fenêtre qui traverse le mur, c'est-à-dire le mur qui est ici, c'est le mur du musée. Le tableau est déjà en train de plus être un tableau, il est déjà en train de devenir un objet. Il va faire encore plus fort. Il va sortir du tableau, un cadre plus fort ici, avec un objet empaillé. L'objet sort, dégouline, dépasse, mais les objets que j'utilise sont pour la plupart du temps emprisonnés dans leur banalité. Il faut que ça n'ait pas l'air d'un objet à la Marilyn comme Warhol, quelque chose d'admirable, de désirable. Aucune recherche de rareté. À New York, dit-il, il est impossible de marcher dans les rues sans voir un pneu, une boîte, un carton. Et dans l'interview qu'il donne en 82, extrait de ses hors-série Art Press, on lui demande j'habite la plupart du temps à Captiva. Il dit une île en Floride où il n'y a pratiquement pas d'objet de rebut. Mon esthétique repose sur la chance de trouver les trésors abandonnés par notre société. Ainsi, je ne suis pas particulièrement intéressé par les bois flottants que j'ai utilisés pour la série Early Egyptian. Mais là-bas, en Égypte, en fait, il y va et il travaille avec ce qu'il trouve sur place. Là-bas, il n'y a que ça. Donc, j'ai utilisé des chaises de plage. Parce que finalement, là-bas, il y avait ça ou de la nourriture pourrie. Il va se nourrir de ce qui est autour de lui et de ce qui lui sert. Voilà, un pneu, une boîte, un carton. Je fais que les prendre et les rendre à leur monde propre. Alors là, on sort dans quelque chose qui est très intéressant parce qu'il ne s'agit vraiment pas, il me semble, d'une provocation pour brouiller quel est l'objet qui est devant nous. Est-ce que c'est une sculpture? Est-ce que c'est une peinture? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a de la peinture sur la chaise, en fait. Elle est dans l'axe ici, peinte pour aller avec. Et que si vous acceptez le fait que les matériaux, les barres de police, un caillou, une planche sont sur votre palette disponibles, un chiffon qui pendouille, comme du jaune de cadmium ou du rouge vermillon, et ben, on est parti. Et finalement, ce qui est devant nous n'est pas très choquant. C'est un assemblage esthétiquement très réussi. D'ailleurs, il est dans une gamme de couleurs qui est assez proche, assez voisine. Blanc, beige, rosé, le jaune est un peu passé et on a quelque chose qui est très esthétique. Par contre, on a un objet dans l'espace et un travail avec des matières plastiques, un pneu, du graphisme, du métal et la disparition de notre image. Voilà, quelque chose que Rauschenberg emmène la peinture beaucoup plus loin que le de Kooning qui mériterait une place sur le podium du peintre le plus intéressant après Picasso. Et donc, on a quelque chose qui est un travail quelquefois sur les images, on va y revenir, mais un travail quelquefois avec les matériaux récupérés, au nom d'une peinture qui est finalement dans l'esprit de la peinture américaine abstraite. Pas contre Pollock. Je faisais la comparaison entre les deux, puisque Pollock ne veut pas qu'il y ait d'image et que ce que fait Rauschenberg, finalement, c'est de jouer avec les images. Il le précise, le pop art veut que l'objet reste un objet, dans son lieu propre, avec sa marque propre et son usage propre, alors que dans mes premiers travaux, j'étais attaché à le transformer. L'objet, un petit calendrier avec un truc ringard, une petite plage, un caillou qui pendouille, on peut l'ouvrir, on peut le fermer, on peut jouer avec. Il y a quelque chose qui est moche, il y a quelque chose qui est mal peint, il y a quelque chose qui est en même temps très beau, de gamme de couleurs et de façon de travailler l'image à la faire disparaître ou ressurgir. Et quelque chose, et c'est ce qui me fait qualifier Rauschenberg de peintre qui dit notre époque, c'est que ces images qui sont en dessous enfouies, qui reviendront à votre esprit, ou ces objets qui ont l'air d'être des objets de triomphe ridicules, voilà, c'est ce que notre époque produit tout le temps. Des rebuts à la poubelle et on passe devant et on les récupère et on les réutilise et on leur redonne un sens. Et en même temps, un jeu avec quelque chose qui n'est pas dans l'histoire de la peinture, un oreiller qui est traversé par un podium avec un poulet empaillé dessus, non, c'est pas possible. Mais on n'avait peut-être pas remarqué que, sans respect du tout, le Rauschenberg avait
peint sur le poulet. Il ne s'agit pas de l'utiliser comme un objet, mais le transformer, le faire entrer dans la peinture. Là, on a des objets qui sont intéressants à rapprocher de Cornell. Cornell, c'est plus joli, c'est plus maniaque, c'est un objet mental presque, qui ferait penser aux valises qu'a faites Duchamp. Mais là, il s'agit d'être confronté à, et c'est ce qui m'intéresse dans ces objets empaillés, c'est que c'est pas un objet de récupération seulement, c'est un objet qui est précieux, qu'on respecte normalement, qui est un animal qui a fait quelque chose avant. Il devient un objet à peindre. Vous vous rappelez que ces objets-là peuvent servir de fond pour faire danser Merce Cunningham, il va pouvoir passer devant, dessus, etc. Et puis jouer avec la danse, c'est-à-dire ce sens du présent. Voilà, Rauschenberg précise, il est frustrant que l'art du peintre ne puisse jamais approcher ce présent toujours changeant, ne dise jamais rien de cette vie du corps indépendant de l'art. Donc l'idée de les approcher ensemble, de les faire cohabiter, c'est pas seulement de sortir de la page plate, c'est aussi d'interagir avec. Voilà, Rauschenberg, à la fin de sa carrière, j'ai presque fini, mais Rauschenberg va aller encore plus fort. C'est là où toute sa carrière, il est passionnant. Exposer la toile à plat. Exposer la toile sur le sol, plus verticalement. Et vous voyez, on voit que sur plusieurs versions, il récupère une chèvre empaillée, ce qui est quand même bien plus envahissant. Il a l'idée de la poser sur la toile à gauche, comme sur un rebord, en train de... La partie de gauche est finalement plus picturale, mais un pneu autour de la taille, ça, là, c'est too much. Là on est confronté à plus de peinture, plus d'objets et une obligation d'interagir avec et de regarder, de se balader dessus. Et y compris, il y a de la peinture sur le pneu, de ne pas aimer et de se dire, mais où il va, quoi? Où il va? Pourquoi il met de la peinture sur le museau de l'animal empaillé? Il ne cède pas à une facilité, il me semble, il fabrique tout le temps quelque chose à voir avec la vie. Quand on prend le Rauschenberg plus connu, on est dans quelque chose qui pourrait faire penser au pop art et qui va vous plaire, c'est le plus accessible finalement. Ça aurait été plus facile pour moi de ne montrer que celui-là. Ça m'intéresse de regarder comment ces images de superposition, d'effacement, de surgissement, vous voyez, on voit qu'il y a une sorte de petite lumière avec des cheminées qui ont été peintes, qui ont disparu. Peindre sur tissu avec des impressions, remettre des taches par-dessus, saturer l'image sur l'image sur l'image. Ça dit notre époque, à la fois parce qu'on est dans un monde d'images, je l'ai déjà beaucoup dit, mais que nos fonds d'écran, nos journaux télé jouent avec des superpositions, des arrière-plans, des écrans qui sont devant et que le graphisme qui est devant nous, c'est exactement ce que fabriquent nos sites internet et nos interfaces. Tout le temps, on a des écrans, des fenêtres qui s'ouvrent, qui montrent ma tête, la vôtre, les autres autour. Rauschenberg a fabriqué cet univers visuel-là. Le voici devant une toile de Kennedy. Il est loin de ce que va faire Warhol, qui est en un sens plus politique. Rauschenberg, il me semble, reste dans une sorte de jeu d'effacement, de disparition, qui est un enjeu politique de qu'est-ce que c'est que cet objet, mais un effet de saturation dans lequel il est peintre. Là, on a des images qui pourraient être à nouveau de l'imagerie. Un dernier clin d'œil, parce qu'avec Rauschenberg qui est à gauche, il y a un de ses amis qui s'appelle Jasper Johns, et dont le travail est moins connu, mais qui est similaire finalement dans cette façon de, en amont du pop art et bien différemment de lui, de regarder des objets. Jasper Johns est connu pour deux choses très importantes. Il prend un objet, le plus célèbre, le plus reconnaissable, et il le peint. C'est à la fois absurde, c'est là où il y a quelque chose à voir avec le dadaïsme, c'est-à-dire peindre un objet qui existe, c'est le neutraliser. Par contre, là aussi, il y a une façon de le peindre qui fait qu'on regarde de près et que ce qui est devant nous, encadré, devient une espèce de boîte à la Cornell avec une sorte de distance par la peinture. C'est une peinture à l'encaustique, c'est une cire, donc ça donne une épaisseur qui fait que, si je le dis de façon un peu savante, je peux le redire autrement, mais on est à mi-chemin entre un signe, quelque chose de la sémiologie, on dirait un signal, une publicité ou un signal de code de la route, et en même temps, c'est de la peinture, tout le temps de la peinture. Et c'est cette tension qui intéresse Jasper Johns, de nous faire douter alors qu'il n'y a pas plus signal que ce drapeau qu'on reconnaît immédiatement. Il va beaucoup travailler sur les drapeaux, tout comme Rauschenberg a travaillé tout un temps sur les lits.
Et Jasper Johns est finalement moins connu, il a peut-être moins joué. Je ne sais pas dire vraiment pourquoi. Vous voyez, un jeu d'entaille dans la toile avec des objets qui sont là. Un jeu aussi beaucoup d'écriture, de jeu avec des superpositions d'écriture avec les objets qui entrent à l'intérieur de l'image. Voilà une façon de jouer avec ce qu'est la surface. Et le Jasper Johns qui répond à l'interview de 84 de Demosthène Davetas, qui est dans le petit hors-série Art Press. Depuis le début de votre démarche artistique et jusqu'à la dernière exposition chez Castelli, l'objet demeure la caractéristique fondamentale de votre travail. Est-ce que c'est du fétichisme? Il dit, appelez-le comme vous voulez. Le fait est que je considère l'objet conformément à la façon dont je vois la peinture. Un objet et la peinture, c'est pareil. Et question suivante, pour vous, la peinture devient objet? J'éprouve depuis toujours une sensibilité particulière à l'égard de l'objet. J'ose dire que cette passion pour l'objet existait bien avant que je n'acquière la connaissance, avant même que l'esthétique de l'architecture ou de la sculpture ne fasse partie de mon vécu. C'est un signe de mon langage. Les objets autour de nous font partie du langage visuel et deviennent un outil à utiliser et à représenter. Et la façon de le représenter, c'est de l'intégrer dans la peinture elle-même. Je parlais de dépeindre parce que chez Jasper Johns, il y a un système de bandes, vous voyez, qui fait qu'à l'intérieur de ces coulures, qui étaient assez picturales, là, on pourrait trouver que c'est un graffiti, mais on peut aussi se balader dans une peinture abstraite encore plus énergique que celle de Pollock, mais à l'intérieur, il intègre un bandeau avec comme un nuancier. À l'intérieur de peinture, il va jouer avec des graphismes et du montage en bois. Le signal absolu, ce qui le fait connaître autrement, toute une série de targets, de cibles, qui sont assez grandes, hein, c'est pour ça que j'ai pris cette photo floue, mais à l'intérieur desquelles il retrouve lui aussi un peu Cornell, c'est-à-dire des moulages de visages qui sont intégrés, qui deviennent un jeu de décalage avec cette cible qui est tellement puissante qu'on a du mal à regarder ailleurs. Un objet de jeu avec des traces, des empreintes, un pied, une oreille, qui viennent, c'est comme ça que je crois qu'on peut le comprendre, perturber le regard et celui qui est devant. Et ce qui fait connaître Jasper Johns, c'est tout simplement qu'il utilise des canettes de bière qui lui servaient à mettre ses pinceaux et qu'il va l'émouler tel que en bronze. Donc neutraliser avec un support le plus brillant et riche possible, intransportable, et peindre sur ce bronze. Et là, autant le coup de cutter de Fontana dans la toile ou la peinture qui tombe en morceaux chez Rauschenberg, c'est déjà une provocation, mais mettre des objets de la vie de tous les jours dans un support comme noble, comme celui du bronze, ça paraît complètement fou. C'est ce qui me faisait utiliser le mot dépeindre qui peut s'appliquer à ces images-là. Finalement, ce n'est pas la prouesse technique, c'est neutraliser ce qui est devant nous. Et l'acte de l'artiste va être de nous faire regarder autrement ce qui est autour de nous pour le faire entrer dans le domaine de l'art. Voilà, finalement, une photo des sculptures de Johns devient une impression sur laquelle il fait une gravure. Il s'agit, quand on regarde les peintures autour des écritures, autour des numéros de Johns, on a beaucoup de choses sur la disparition lui aussi. La dépeindre. Rien de plus et rien de moins. Un livre tout à fait passionnant à regarder puisque Rauschenberg a aussi créé autour de l'enfer de Dante. Et pour prendre un petit tour inattendu et que je vais inaugurer là, un artiste d'aujourd'hui, pour vous donner envie de le découvrir, il est auteur, il s'appelle Fabrice Pateau, il écrit des nouvelles, trouvées dans une poche. Si on en prend un extrait, celui-là s'appelle Vidéo, mais vous pourriez trouver dans une poche, c'est pas mal. Il y a quelque chose, il a écrit sur Joseph Cornell. Voilà, vous avez crié Madame Pendergast. Non, j'aurais pourtant juré que ça venait de chez vous. C'était comme un cri, enfin, on aurait dit que ça venait d'un poste de télé. Mais ce n'était pas tout à fait comme dans un film. Je n'ai rien entendu, vous êtes pâle. Enfin, ça ne me regarde pas, mais Monsieur Pendergast est-il avec vous? Il y a quelque chose du surréalisme, de la surobservation des objets qui les rend complètement intrigants et qui fait que sur des nouvelles, d'un seul coup, un objet de la vie de tous les jours prend une force inattendue. À demain avec du pop art pour de vrai.